Montredon, les Corbières, 3 heures de l'après-midi hier. Des vignerons ont mis le feu à un train de marchandises, des CRS s'approchent et c'est le drame. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Cette scène que nous venons de revoir, la fusillade de Montredon des Corbières, où des officiers CRS sans armes à la main sont tirés comme des lapins par des manifestants anonymes, restera longtemps au centre de l'affaire viticole. Elle sera présente au cours de cette émission qu'Antenne 2 a mise sur pied, qui fera l'objet d'une édition spéciale à la fin de notre journal. Une émission avec l'un des chefs, pourrait-on dire, de la révolte vigneronne, Maître Maffre-Baugé, et le ministre de l'Agriculture, Christian Bonnet. Les deux hommes, le premier à Montpellier, le second à Bruxelles, seront sur votre écran en direct à partir de 20h30, et cela quoique 1000 kilomètres les séparent. Pour la compréhension du drame que connaît actuellement le Midi, c'est, je crois, une émission à ne pas manquer. En attendant, les vignerons du Midi ont obtenu aujourd'hui une première satisfaction. Les deux viticulteurs inculpés d'avoir participé lundi au saccage des installations d'un négociant en vin à Meximieux dans l'Ain ont été libérés. Ils étaient incarcérés à la prison de Lyon. Ils en sont sortis, vous venez de le voir, discrètement en fin d'après-midi. 24 heures exactement après la fusillade meurtrière de Montredon. C'était d'ailleurs pour obtenir la libération de leurs collègues que les viticulteurs du Midi s'étaient mobilisés dès mercredi soir, provoquant des dégâts dépassant plusieurs milliards d'anciens francs, sans parler bien entendu des victimes. Les actions qui ont provoqué l'ouverture d'une information contre X pour notamment homicide volontaire et destruction d'édifices publics. Mesures d'apaisement d'une part, enquête judiciaire d'autre part, un calme apparent est revenu dans le Midi, mais la fièvre couvre. Ce qui reste d'un drame le lendemain. Une tache de sang qu'écrasent des pneus. On a peine à croire qu'ici, hier, des hommes s'affrontaient et que certains tombaient. La colère des humains est dérisoire et paraît bien vaine. 24 heures après, on répare, on balaie, on reboulonne. Et entre les vignes pour lesquelles on s'est battu, fleurissent des fleurs à côté du sang. Dans le Midi, c'est le printemps. Mais 24 heures après aussi, on affronte les réalités. La réalité, celle de la disparition, de la mort. Et Narbonne est en deuil. Timidement, ce matin, de petits groupes se formaient et ont discuté. Et puis venait le moment des accusations et des justifications, avec trop souvent l'idée de la fatalité. L'État, alors que, lorsqu'il est question de gangsters, admet le principe prévu par la loi de la liberté provisoire, n'a pas voulu l'accorder lorsqu'il était des questions de viticulteurs, dont on n'a pas d'ailleurs encore prouvé qu'ils étaient responsables de ce qui s'était passé dans les établissements de Meximieux. Les choses se sont déroulées d'une telle façon que nous n'avons pas pu, nous avons été dans l'absolue impossibilité d'éviter l'enchaînement de la violence qui s'est produit. Constat d'échec. À l'origine des incidents, la détention prolongée de deux viticulteurs soupçonnés d'avoir participé au saccage de l'entreprise d'un négociant de Bourg-en-Bresse. Mais on a l'impression que le désir de la violence couvait depuis longtemps. Un viticulteur à qui je posais la question m'a dit « La violence, on ne la désirait pas, elle est un constat. Ce pays ne vit que de la vigne et nous sommes mal rémunérés. Paris ne veut pas nous entendre. Alors, la violence... » Je ne l'excuse pas, mais malheureusement, avec ce qui s'est passé maintenant, s'il y a d'autres manifestations, elles seront encore plus dures. Si nous avions une satisfaction quelconque, par exemple ce négociant chez lequel ils se sont rendus là-haut, c'est un trafiquant. Il a plus de 15 procès sur le dos, il n'est jamais passé au tribunal. Vous comprenez? Alors si la justice ne fait pas son devoir, si on la laisse faire à des gens qui ne sont pas qualifiés pour ça, ils se livrent à des excès. Qu'on n'explique pas, mais qu'on comprend. Bon, il y a 2 morts, là, d'après vous. Qui en porte réellement la responsabilité? Vous savez, ça c'était difficile à établir et personne ne vous le dira. Les vignerons sont venus avec des armes à feu. Et quand on vient avec des armes à feu, c'est pour s'en servir. C'est-à-dire, c'était peut-être pour impressionner au début, et puis après, ils ont été pris par des excès de colère, des excès de rage, etc.
Certains de vos responsables ont dit il va falloir qu'on tire comme en Corse pour qu'on nous prenne en considération. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est-à-dire que ce qui est arrivé hier le prouverait. Je n'ai pas pris position là-dessus. Mais depuis que nous manifestons, dans le calme, etc., Paris n'a pas répondu à nos questions. Il a suffi qu'il y ait 2 morts hier pour que les informations régionales et nationales nous consacrent demi-heure. Alors ça, c'est la triste réalité. On aurait pu s'occuper du problème avant. C'est ce que tout le monde dit ici, même le maire de Narbonne. Il faut s'occuper du sort des vignerons. Il y a 2 morts ce soir, le calme est revenu et on espère. Bien sûr, les vignerons, et surtout les plus durs d'entre eux, ne constituent pas toute la population languedocienne. Une population qui va souffrir directement des dégâts provoqués par les manifestants. Plus de télévision, par exemple. Le relais de Narbonne a été dynamité. Services administratifs désorganisés, etc. Comment réagit-elle, cette population, à tous ces événements? L'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Pradino, a enquêté sur place. Voici le journal de Philippe Gildas. Le midi viticole abasourdi par les 2 morts d'hier. Le calme est revenu ce matin, mais le bilan des dégâts est celui d'une véritable insurrection. S'informer pour tenter de comprendre. Tout le midi se demande pourquoi les choses se sont réellement transformées en fusillade. Action, manifestation, d'accord. Mais violence et surtout mort, non. Elles sont incomprises et unanimement condamnées. Partagez pas ces idées de violence, quoi. Je pense qu'on peut être exprimé moins violemment, quoi. Manifester, c'est une chose, prendre les armes, c'est autre chose. C'est absurde, ça, tirer pour du vin, là, les tirer sur les autres à côté, là. On est tous des ouvriers, on est tous des propriétaires, tout, mais je sais pas, les autres, la police fait son travail, mais... Vous condamnez la violence? Ah oui, ça, c'est pas normal, ça. Aujourd'hui, les habitants du département de l'Aude sont unis. La solidarité avec les viticulteurs a fait fermer beaucoup de boutiques. Dans les vignes, quelques ouvriers ce matin, personne dans l'après-midi. La mort de 2 hommes hier a quelque chose de presque dérisoire. On regrette ce qui est arrivé, c'est certain. Mais les viticulteurs eux-mêmes et les responsables locaux, les maires par exemple, ne sont pas étonnés. Au-delà de cette mort, il reste la vigne et ses difficultés. Depuis très longtemps, on a frôlé la catastrophe. Les viticulteurs sont absolument désespérés. Hier, c'était la bataille rangée à coups de fusil. Vous y étiez. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Quelle est votre réaction? Un sentiment de tristesse et de découragement. Parce que ces luttes où des vies humaines sont en jeu et en arriver à ce stade, c'est quand même épouvantable. Et alors, un sentiment de culpabilité également? Un sentiment de culpabilité, non. Un dialogue à coup de fusil, c'est pas un véritable dialogue? Non, c'est pas un dialogue, mais ce dialogue aurait dû s'établir il y a déjà longtemps. Je pense que c'est tellement difficile d'avoir un dialogue avec le pouvoir central que c'était prévisible, on devait en arriver là. Aller de temps en temps à Paris et puis on vous dit tout est arrangé dans 15 jours et il ne se passe jamais rien, à la longue, c'est pas une solution. Dans ce pays, nous n'avions jamais eu d'accident aussi grave depuis 1907. Et nous voulons absolument que le calme revienne. Retour au calme, mais pour combien de temps? Les obsèques du vigneron de Carcassonne auront lieu demain, dans la tristesse. Et ce soir, Narbonne accueillera ceux que la justice vient de libérer. Ces événements survenant à 3 jours des élections cantonales, la question s'était posée de savoir si dans les 3 départements du Midi viticole, ces élections n'allaient pas être perturbées, voire annulées. Interrogé sur ce dernier point, le ministère de l'Intérieur a été formel. Le gouvernement n'a pas le pouvoir de repousser les élections cantonales. Les vignerons, quant à eux, avaient décidé de perturber le déroulement du scrutin si les 2 emprisonnés de Lyon n'étaient pas libérés. Ils le sont. Cette menace tombe donc. Les maires de la région viticole se sont cependant réunis pour tenter de mesurer les conséquences des événements sur les élections cantonales. Il est probable, en effet, que le choc subi par les électeurs de cette région aura une influence sur les résultats du vote. Je n'ai été jamais un homme inconditionnel de qui que ce soit. Lorsque des choses sont bonnes, je les dis. Lorsqu'elles sont mauvaises, je les dis aussi fermement. Car je suis un homme libre. En 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour les viticulteurs? On ne peut pas, en 2 mots, dire ce qu'il faut faire pour les viticulteurs. Mais il y a une notion fondamentale. Il faut enfin donner à ces gens qui travaillent une rémunération sous des formes diverses, variées, complexes, parce que le produit est lui-même
variée et complexe, une rémunération qui soit la légitime contrepartie de l'investissement et de l'effort qu'il faut. Montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, ainsi peut-être interpréter l'arrivée de quelques 2000 gendarmes mobiles à l'aéroport de Montpellier. Ces unités sont équipées d'automitrailleuses et d'un armement lourd transporté par des avions géants Transal, ces appareils que nous voyons d'ailleurs actuellement sur notre écran sur l'aéroport de Montpellier. Une douzaine d'hélicoptères ont transporté les gendarmes sur différents points stratégiques du Midi viticole. Les gendarmes mobiles, qui sont des militaires, n'ont ni l'habitude ni la possibilité d'exprimer leurs sentiments. Les CRS, les premiers engagés dans les affrontements d'hier, sont des fonctionnaires dépendants du ministère de l'Intérieur. Ils ont leur syndicat. Leurs responsables sont allés voir cet après-midi le ministre de l'Intérieur. D'une façon générale, ils réclament des sanctions pénales et lourdes contre les responsables des émeutes. Ils déplorent aussi les atermoiements du pouvoir. La police étant attaquée telle qu'elle l'est, au même titre que l'a été l'armée il y a quelque temps, au même titre que les perceptions le sont, autant d'institutions qui représentent, disons, l'autorité de l'État, ce qu'on peut craindre, c'est que ce soit le crédit de l'État lui-même qui soit en cause. Et ça, nous insistons, avec beaucoup d'insistants, enfin nous insistons pour qu'une prise de conscience soit faite et d'une nécessité d'une autorité évidente, car sans autorité, il est certain qu'on risque le pire dans notre société. Nous ne sous-estimons pas les graves difficultés qu'actuellement connaissent les viticulteurs. Toutefois, nous considérons quant à nous que ceci en aucun cas ne peut justifier des fusillades meurtrières et en tout cas qui ne pourrait amener à terme que la guerre civile et peut-être, qui sait, un régime dictatorial fasciste. Dans ces conditions, les CRS continueront, comme ils l'ont toujours fait, à faire leur devoir. Et notamment, ils défendront les libertés républicaines. Ils feront respecter l'ordre et la loi. Nous estimons que dans cette affaire, eh bien, il y a une part de responsabilité de la part du gouvernement, étant entendu que nous avons pu constater à plusieurs reprises que justement le refus de négociation préalable amène avec les organisations socio-professionnelles, amène des situations telles que celles que nous venons de vivre en Languedoc-Roussillon. Ce n'est ni plus ni moins, si vous voulez bien, que la répétition. Qu'est-ce qui s'est passé en Corse? On semble découvrir à l'échelon gouvernemental les problèmes dès l'instant où il y a des affrontements aussi sanglants que celui de Narbonne. À Bruxelles, cependant, les ministres des 9 pays du marché commun, les ministres de l'agriculture, continuent à discuter des prix agricoles et bien sûr du prix du vin et de l'organisation des marchés viticoles. Une discussion qui n'en finit pas et au cours de laquelle le ministre français de l'Agriculture, M. Christian Bonnet, se trouve pratiquement, en ce qui concerne le vin, seul contre 8. Le Conseil tourne en rond. Ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas apparemment le problème du vin qui empêche les ministres de s'en sortir. Sur ce point, en effet, on est, semble-t-il, parvenu à un compromis entre les Italiens et les Français. En revanche, pour d'autres produits qui font partie du paquet global de la négociation, il semble qu'au lieu de progresser, on ait reculé. C'est le cas pour le lait, l'un des points jugés fondamentaux par le ministre français Christian Bonnet. Pas question dans ces conditions d'arriver à un accord. Les ministres se sont longuement interrogés cet après-midi sur l'opportunité de négocier cet accord au finish ou de prendre un nouveau rendez-vous. Les Français veulent rentrer à Paris avec les nouveaux prix et l'accord sur le vin en poche. C'est important, ne serait-ce que pour faire baisser la tension dans le Midi viticole, une tension qui n'a eu que peu d'incidence ici à Bruxelles. Un peu comme si les partenaires de la France ne se sentaient pas concernés par ce qui s'est passé hier dans le vignoble. Les Britanniques, les Allemands, pas davantage que les Italiens. Une constatation tout d'abord, on a été très impressionné en Italie par ces incidents qui se sont produits dans le Midi de la France. 2 morts pour la guerre du vin, titre Il Messaggero. La guerre du vin met en ébullition le Midi et aggrave la crise de l'Europe verte, titre Il Corriere della Sera. Développement dramatique de la guerre du vin, voilà le titre de l'Unità, le journal du Parti communiste italien. Maintenant, si on en vient aux commentaires de la presse italienne, il faut bien constater qu'ils sont extrêmement prudents. Personne n'ose dire que c'est le gouvernement français
qui aurait laissé pourrir la situation, ou bien que les viticulteurs français sont responsables. Mais on ne dit pas non plus que c'est l'Italie qui a provoqué cette situation en continuant d'exporter son vin vers la France. Alors j'ai téléphoné cet après-midi à la Confédération italienne de l'agriculture et voici ce qu'on m'a dit. Évidemment, nous déplorons ce qui s'est passé dans le midi de la France, mais nous ne sommes absolument pas responsables. Dans une certaine mesure, nous sommes même solidaires des viticulteurs français, mais nous avons des problèmes très graves, et l'une des solutions à ces problèmes, c'est justement de continuer d'exporter notre vin italien vers la France. Voilà. Eh bien, avant de refermer très provisoirement ce dossier sur la crise du vin et ses conséquences, je voudrais dire que les reportages sur la situation dans le Midi que nous avons pu voir ce soir ont été transmis en direct de Montpellier, ce qui explique quelques imperfections que nous vous demandons de pardonner. Je vous rappelle aussi, et c'est pour cela que ce dossier n'est que très provisoirement refermé, qu'à la fin de ce journal, au cours d'une émission spéciale, vous pourrez entendre d'une part Maître Maffre-Baugé, l'un des porte-parole des viticulteurs du Midi, et d'autre part, M. Christian Bonnet, ministre de l'Agriculture. Cette émission spéciale sera animée par Christian Guy. À Moscou a pris fin ce qu'on pourrait appeler le plus grand spectacle politique de l'année. Le 25e congrès du Parti communiste soviétique a en effet terminé ses travaux. Le Politburo a été reconstitué. Tous les hauts dignitaires soviétiques ont été pratiquement réélus, sauf l'un d'entre eux, le ministre de l'Agriculture, qui paie sans doute ainsi les deux désastres agricoles des 2 dernières années. M. Brejnev et M. Kosygin ont fait l'objet de longues ovations. Ce 25e congrès a été marqué notamment par les prises de position de certains partis communistes occidentaux qui ont, passez-moi l'expression, quelque peu rué dans les brancards et fait preuve d'une certaine indépendance. Il est intéressant à cet égard, et pour mesurer la véritable signification de ce changement d'attitude, d'entendre l'analyse de l'un des anciens dirigeants du Parti communiste français, aujourd'hui hors du parti. Il s'agit de Pierre Dex. La contradiction qui apparaît entre l'immobilisme de ce congrès, qui réaffirme des thèses déjà connues, réélit pour autant qu'on le sache la même direction, les mêmes hommes déjà vieux, et la contestation des partis communistes européens qui se trouvent hors de l'orbite militaire soviétique, le Parti communiste italien et le Parti communiste français. Je crois que c'est un événement, cette contradiction est en soi un événement, et un événement important. Bon, mais à votre avis, Pierre Dex, ce changement très spectaculaire du Parti communiste français est-il dû au fait que ce parti se sente, disons, cette fois, proche du pouvoir? Dans une certaine mesure, oui. Si vous faites la comparaison entre le dernier congrès du Parti communiste français et celui qu'il a tenu il y a 5 ans, et qui a expulsé Garaudy, la différence est tout à fait nette, le changement est tout à fait important. Maintenant, je crois qu'il faut tenir compte du fait que la publication de l'archipel du Goulag, ce qu'a apporté Sakharov, ont montré que le Goulag persistait en Union soviétique, que la dictature du prolétariat continuait les mêmes errements inacceptables pour le peuple français. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu les deux éléments. Est-ce que vous pensez que l'attitude du Parti communiste français vis-à-vis du Parti communiste de l'Union soviétique est un changement décisif? Décisif, je n'en suis pas sûr. Mais c'est un changement. Ce que je viens de vous dire, il suffit de comparer avec le congrès de 1970. Pratiquement, le congrès de 1976 tourne le dos au congrès de 70, donc c'est un changement. Georges Marchais n'est pas allé à Moscou, alors finalement, est-ce que vous pensez que cette tactique a été payante? Sur l'électorat, disons, l'électorat français. Écoutez, je ne peux pas juger de cela. C'est normal, étant donné les relations plutôt difficiles actuelles entre le PCF et le Parti soviétique, que le numéro 1 du Parti communiste français n'assiste pas au Congrès. Je crois que ça fait partie des règles diplomatiques entre partis communistes, du moins entre le Parti communiste français et le Parti soviétique. Comment cela peut-il être interprété par l'électorat? Je crois plutôt que l'électorat sera sensible au fait que le Parti communiste français a pris ses distances par rapport au goulag, aux internements psychiatriques. Bon, il a pris ses distances, ce Parti communiste français. Est-ce que vous, Pierre Dex, vous reprenez votre carte du PCF? Non, parce que vous comprenez, dans une certaine mesure, je peux me féliciter de cette évolution et je peux même croire que peut-être ce que j'ai fait n'y est pas tout à fait étranger. Mais j'ai appris justement qu'il est nécessaire, je crois, pour un intellectuel, d'être carrément hors du système soviétique.
Depuis 2 mois, 6 jeunes gens, 3 garçons et 3 filles, ont disparu quelque part au Sahara occidental. Vous pouvez voir d'ailleurs cette jeune fille qui faisait partie de ce groupe. 6 jeunes, dont 5 Français, partis le 29 décembre 1975 pour réveillonner au bord de l'océan Atlantique, en passant à travers le Sahara. Que sont devenus ces jeunes Français? Sont-ils tombés dans une embuscade? Sont-ils retenus prisonniers par les combattants du Front Polisario qui font la guerre dans cette partie du désert? Le Front Polisario, comme le gouvernement marocain, décline toute responsabilité dans cette disparition. Imaginez l'angoisse des parents de ces jeunes disparus qui se heurtent partout au silence, si ce n'est à l'indifférence. Une quarantaine de personnalités françaises viennent d'ailleurs de lancer un appel afin que la vérité éclate. Madame Guyot, un garçon et une fille de 19 ans disparus. Son mari, conseiller à l'ambassade de France à Rabat. Monsieur Jean Blanchot de Dole, sa fille de 21 ans a disparu. Ainsi que 3 autres jeunes, dont 2 enfants pascons, résidents français au Maroc. Venant de Rabat, les 6 jeunes s'arrêtent à Tantan, obtiennent une autorisation du gouverneur et poursuivent leur route jusqu'à Knifis. Et depuis, plus aucune nouvelle. Près de la lagune de Knifis, leurs traces disparaissent, pourtant ce lieu était connu, officiellement sans danger. Auparavant, ces jeunes s'étaient déjà rendus auprès de la lagune où se trouve un cabanon. Monsieur Pascon, à ce cabanon, les enfants y allaient à chaque instant pour les vacances. Donc vous n'étiez pas inquiet au départ? Non. Non, nous n'étions pas inquiets. Nous savions qu'ils demanderaient l'autorisation au gouverneur de Tantan et que s'il y avait eu le moindre danger, le gouverneur de Tantan était assez grand pour leur refuser l'autorisation. C'est lui qui était juge. Donc du moment qu'il les a laissés passer, nous ne pouvions pas penser que c'était un endroit dangereux. Ça devient crispant, agaçant, on est torturé, on voudrait quand même bien savoir la réalité. On voudrait que les informations ne se contredisent plus. Je prétends donc que si le Maroc est convaincu qu'ils sont sains et saufs, qu'il n'est rien arrivé de dramatique sur leur territoire, ils doivent pouvoir me le dire et je l'attends toujours d'eux. Bien sûr, c'est une affaire qui est politisée, mais il me semble que des affaires de caractère humain comme cela, la politique ne devrait pas avoir de place. Et il est évident que l'administration est une mécanique bien lourde dans des cas comme cela, et que pour nous c'est particulièrement pénible. Et je ne vous le cache pas, nous nous sentons très isolés finalement dans cette affaire. J'ai l'impression de tous les jours, à longueur de temps, de remuer des montagnes et puis d'avoir à tout recommencer le lendemain. Je crois que le gouvernement français aurait le plus grand intérêt à exiger, dans une affaire comme ça, de connaître la vérité, aussi pénible soit-elle. Mais personne ne sait ou ne veut donner de nouvelles. Tout se passe comme si la disparition des 6 personnes dans un minibus n'avait aucune explication. Est-ce le Front Polisario qui détient les Français? Les démentis se succèdent. Est-ce l'armée marocaine qui cache quelque chose? Rien, aucune réponse pouvant donner satisfaction. Chacun nie sa responsabilité tout en affirmant sa bonne volonté. Nous n'avons aucun intérêt à cacher quoi que ce soit et nous avons tout intérêt à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi les parents se voient-ils opposer un refus lorsqu'ils demandent à aller sur place enquêter? Alors écoutez, je crois que ça c'est un problème de souveraineté. Je crois qu'aucun pays du monde ne pourrait accepter sur son territoire que quelqu'un vienne de l'extérieur pour faire une enquête. Cela veut dire qu'on n'a pas confiance en nous. Nous n'y pouvons rien. Et je crois que nous avons tout dit jusqu'à présent. Et vous pouvez être assurés que si nous avons un élément quelconque susceptible de tranquilliser les parents, de faire la lumière sur cette histoire, nous le ferons avec la plus grande netteté. Il reste toujours l'espoir que des combattants isolés dans une région rocheuse du Sahara occidental gardent prisonniers les 6 jeunes gens. Il est hélas plus vraisemblable qu'ils ont été les victimes innocentes de la guerre saharienne. Jacques Chirac est donc au Tchad. Il y confère avec le chef de l'État, le général Maloni. Il s'agit de renouer les liens entre ce pays du centre de l'Afrique et la France, ne serait-ce que pour maintenir l'influence de l'Occident. Mais au Tchad, il y a aussi Madame Claustre, toujours prisonnière. Et demi-surprise, il semble bien que son sort ait été évoqué au cours des discussions. Soyons francs, Félix Maloum n'intéresse pas beaucoup les Français. Françoise Claustre les a intéressés et peut encore les intéresser. Depuis près de 2 ans, elle est prisonnière dans son désert. L'opinion publique l'a aidée à passer Noël, puis après elle l'a un peu oubliée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement français ne veut plus courir le risque de frôler la rupture avec les Tchadiens. Il a donc attendu que N'Djadema prenne l'initiative de parler de Madame Claustre. Ce qui a été fait le mois dernier avec Robert Gallet et puis aujourd'hui avec Jacques Chirac. Alors voilà ce qui devrait se passer. Premier temps,
Paris va aider le Tchad dans une négociation peu connue. Il faut savoir que le prédécesseur du général Maloum, Tombal Baye, avait vendu en plein délire des parcelles de son territoire à la Libye. Et dans ces territoires, les Toubous d'Hissène Habré. Il s'agit donc de prouver que la vente est nulle. Jacques Chirac va en Libye le mois prochain. Deuxième temps, aux Tchadiens de jouer. Progressivement, le chef de l'État récupère en force ou en douceur les Toubous. La rébellion s'effrite, bientôt Hissène Habré sera isolé, et il devrait, dit-on, tomber comme un fruit mûr. Madame Claus sera alors libre. Et puis pas seulement elle, son mari, n'oublions pas, est captif depuis 9 mois. Puis on est sans nouvelles de 2 de nos confrères. Paris a choisi de ne plus dialoguer directement avec Hissène Habré. Cela peut paraître égoïste, mais le voyage de Jacques Chirac au Tchad, en peine cantonale, sera peut-être plus payant qu'on le pense. 2 nouvelles de dernière heure qui viennent d'arriver. D'abord, le dernier des 53 inculpés dans l'affaire de démoralisation de l'armée a été mis en liberté. Il n'y a donc plus aucun inculpé actuellement en prison pour cette affaire qui, par ailleurs, suit son cours. Deuxième information, accord salarial 1976 signé à la RATP par certains syndicats. C'est le premier accord salarial qui est ainsi signé par certains syndicats dans le cadre des négociations actuelles avec les entreprises nationalisées et la fonction publique. Le temps, eh bien, le beau temps va continuer. Il fait froid en général le matin. Il y a eu des gelées jusqu'à moins 6 degrés dans l'est de la France. Et puis dans la journée, avec le soleil, le temps est redevenu plus doux avec comme maximum 18 degrés à Perpignan. Demain, les gelées au lever du jour, de l'ordre de 0 à 6 degrés comme aujourd'hui. Et puis après, beau temps avec quelques brouillards cependant le matin qui se dissiperont vite. Et dimanche, le temps devrait être à peu près du même ordre. Rendez-vous dans 3 ou 4 minutes maintenant pour notre émission spéciale sur le problème viticole avec le ministre de l'Agriculture et M. Mafre Baugé. Je vous dis quant à moi bonsoir et à lundi.